Abordons maintenant l'analyse de variance de façon à tester une différence entre trois moyennes de groupe ou plus, interpréter l'état carré comme étant la mesure d'association qui lui est associée avant de mettre en évidence les conditions d'application d'un tel test d'hypothèse. Pour illustrer l'analyse de variance, partons d'un problème de recherche portant sur la relation entre le niveau d'instruction et le temps d'écoute de la TV. Autrement dit, cherchons à expliquer la variation dans le temps d'écoute de la TV par les différences dans le niveau d'instruction. Ici, la variable dépendante de temps d'écoute étant toujours quantitative, le niveau d'instruction ici est trichotomique. On aurait pu catégoriser les valeurs du temps d'écoute de façon à utiliser l'analyse tabulaire bivariée et donc le qui-carré, mais vous connaissez les inconvénients qui sont associés à une telle catégorisation. Pourquoi plutôt ne pas effectuer une série de tests T? En l'occurrence, on aurait pu prendre moins secondaire, secondaire et comparer les deux groupes par rapport au temps moyen d'écoute de la TV et utiliser un test T, moins secondaire, post-secondaire, une autre série de tests T, secondaire, post-secondaire, une autre série de tests T. Donc, pourquoi ne pas utiliser trois séries de tests T de façon à étudier la relation entre le niveau d'instruction et le temps d'écoute? Vous aurez compris qu'une telle procédure est peu pratique et surtout très fastidieuse. En l'occurrence, que se passe-t-il si le nombre de catégories de la VI était de 5? Eh bien, on aurait 5 fois 5 moins 1 sur 2 comparaisons, précisément 10 comparaisons à faire, ce qui est quand même très fastidieux, parce qu'on aurait 10 séries de tests T à réaliser. Pour chaque comparaison, chaque série de tests T, eh bien, le risque d'erreur est de 5%. Et donc, si vous avez à faire 10 comparaisons, eh bien, le risque d'erreur sera multiplié par 10 comparaisons, ce qu'on ne peut pas se permettre. On aurait un risque d'erreur de type 1 très élevé. Autrement dit, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle serait très élevée si on devait procéder à autant de séries de tests T. Et par conséquent, pour ne pas suivre cette procédure fastidieuse, mais aussi qui multiplie le risque d'erreur par autant de comparaisons à faire, il y a un moyen, c'est d'utiliser l'analyse de variance qui compare globalement toutes les moyennes de groupe entre elles et va réduire le risque d'erreur au strict minimum 0.05 par exemple. Mais voilà l'intérêt effectivement de l'analyse de variance qui est utilisée lorsque la variable indépendante est qualitative non dichotomique et la variable dépendante quantitative. Et par rapport à la relation entre le niveau d'instruction et le temps d'écoute, eh bien, elle nous paraît plausible. En l'occurrence, on peut avancer l'hypothèse que plus le niveau d'éducation augmente, moins on passe de temps devant la TV. Et on peut expliquer la plausibilité de cette relation sociologiquement parlant. En l'occurrence, le fait de passer beaucoup de temps à regarder la TV relève d'une culture de masse. Pour parler comme le sociologue Bourdieu et même des sociologues plus critiques, ceux de l'école de Francfort, avancent que la télévision est un élément de reproduction de la société dominante. En termes terre à terre, la télévision est une façon d'endormir la majorité des gens. Et donc, de ce point de vue, on peut croire que la relation est tout à fait plausible. Eh bien, pour vérifier l'hypothèse sous-jacente à une telle relation, il faut analyser les données de l'échantillon de façon à trouver un minimum de différence. En l'occurrence, ici, vous avez le tableau des moyennes qui indique que plus le niveau d'éducation augmente, plus le temps passé devant la TV diminue. Eh bien, on peut représenter visuellement ces différences à l'aide du diagramme et de la courbe des moyennes. En l'occurrence, on peut bien voir que la courbe est descendante au fur et à mesure que le niveau d'éducation augmente. Donc, d'après cet échantillon constitué de seulement 10 cas, il semble y avoir un minimum de différence entre les différents niveaux d'éducation eu égard au temps passé devant la TV. Reste maintenant à savoir si cette relation est due au hasard de l'échantillonnage ou non. Parce qu'encore une fois, on peut tomber sur cet échantillon qui ne révèle l'existence d'une relation, alors que dans la population elle-même, il n'y a pas de relation. Donc, il faut nous assurer que cette relation
n'est pas le fruit du hasard de l'échantillonnage et qu'elle existe vraisemblablement au niveau de toute la population. Eh bien, pour ce faire, eh bien, l'analyse de variance est appropriée. Donc, elle consiste avant tout à formuler l'hypothèse nulle, donc qui est à tester. Ici, l'hypothèse nulle est à l'effet qu'il n'y a pas de différence entre les différents niveaux d'instruction eu égard au temps moyen passé devant la TV. Autrement dit, les moyennes des trois niveaux sont égales. S'agissant de l'hypothèse alternative, elle se formule du genre, il y a au moins une moyenne qui est différente d'une autre moyenne. Alors, il faut faire très attention par rapport à la formulation de l'hypothèse alternative dans le cas de l'ANOVA. Et donc, l'hypothèse alternative n'est pas formulée en des termes où il y a des différences entre toutes les moyennes de groupes qui sont analysées, mais qu'il y a au moins une différence entre deux moyennes de groupe. Parce qu'il suffit tout simplement qu'il y ait une différence entre deux moyennes de groupe pour que l'ensemble du test s'avère statistiquement significatif. Étant entendu, bien sûr, qu'on cherche à tester l'hypothèse nulle d'une égalité entre les différentes moyennes de groupe. Pour ce faire, l'analyse de variance réfère à la variation totale qu'elle décompose en deux parties. Autrement dit, toute la variation dans les données de la variable dépendante provient de deux sources. Variation intragroupe et variation intergroupe. Alors, ça a l'air théorique, les concepts de variation intergroupe et intragroupe. Alors, on va les illustrer visuellement. Alors, supposons qu'on ait cette situation où les groupes moins secondaires, secondaires et postsecondaires ont la même moyenne, 3. Donc ici, les moyennes sont les mêmes. En fait, les différences entre les trois moyennes de groupe, c'est ce qu'on appelle variation intergroupe. Ici, la variation intergroupe est nulle, puisque les différences entre les moyennes sont nulles. Alors, la variation intragroupe, c'est ce qui se passe à l'intérieur des groupes. Autrement dit, les différences entre les scores à l'intérieur des groupes. En l'occurrence, ce n'est pas parce que les individus appartiennent au même niveau d'éducation qu'ils vont avoir le même nombre d'heures passées devant la TV. Et donc, il y aura une variation intragroupe pour moins secondaire, une variation intragroupe pour secondaire et une variation intragroupe pour postsecondaire. Et donc, comme sur cette situation, lorsque la variation intergroupe est nulle, en tout cas plus petite que la variation intragroupe, y a-t-il une relation ou une absence de relation? Il y a absence de relation. Autrement dit, la plus grande partie de la variation va se trouver à l'intérieur des groupes plutôt qu'entre les groupes. Que se passe-t-il maintenant lorsque nous avons cette situation où la moyenne de moins secondaire est de 3,5 heures, secondaire 3 heures, postsecondaire 2 heures. Donc ici, on voit que la variation intergroupe est assez importante. En tout cas, elle n'est pas nulle. Et par conséquent, lorsque la variation intergroupe est grande, en tout cas plus grande que la variation intragroupe, sommes-nous en présence d'une relation ou d'une absence de relation? On est en présence d'une relation. Autrement dit, la plus grande partie de la variation va se situer entre les groupes plutôt à l'intérieur des groupes. Ben voilà, vous venez d'accéder à l'intelligence de l'analyse de variance, consiste simplement à comparer la variation intergroupe à la variation intragroupe. Pour pouvoir augmenter les chances de trouver une relation statistiquement significative, il faut que la variation intergroupe soit de loin plus grande que la variation intragroupe. Mais comment, avec l'analyse de variance, on en arrive à décomposer la variation totale en variation intergroupe et variation intragroupe? Alors pour ce faire, on va revenir à notre situation de départ. On s'intéresse seulement au temps d'écoute de la TV, donc à un seul échantillon. Ici, on travaille auprès de 10 cas, de façon effectivement à simplifier la situation et mieux voir la logique sous-jacente à l'analyse de variance. Posons-nous maintenant la question de savoir comment ça varie au sein de cet échantillon constitué de 10 cas. Alors, une façon effectivement de savoir comment ça varie est de situer chaque score par rapport à la moyenne. Autrement dit, de prendre la moyenne comme référence. Ici, la moyenne, on va l'appeler moyenne T comme moyenne totale dans l'ensemble de l'échantillon. Ici, elle est de 2,8 heures. Donc, en moyenne, les gens de cet échantillon, les 10 cas de cet échantillon, passent 2,8 heures devant la TV.
Et donc, pour savoir comment ça varie à l'intérieur de cet échantillon, on va situer chaque score XI par rapport à la moyenne totale. Évidemment, si vous calculez la somme des scores déviation de façon à avoir une idée sur la totalité de la variation, vous obtenez un résultat nul. Pour ne pas obtenir un résultat nul, on élève au carré les scores déviation avant de calculer la somme des scores déviation, de façon à obtenir ce qu'on appelle la somme des carrés qui symbolise la variation totale dans les données de l'échantillon, précisément la variation par rapport au temps d'écoute de la TV. Nous venons de répondre à la question de savoir comment ça varie à l'intérieur de l'échantillon. Prenez la somme des carrés et vous avez la réponse de la façon dont les scores varient les uns par rapport aux autres et surtout par rapport à la tendance centrale qui est la moyenne. Répondons maintenant à la question de savoir pourquoi ça varie à l'intérieur de l'échantillon. Pourquoi vous et moi ne passons pas un même nombre d'heures devant la TV? Peut-être parce qu'on n'est pas du même sexe, peut-être parce qu'on n'est pas de la même origine sociale, peut-être qu'on n'a pas le même niveau d'éducation. Et par conséquent, si ça varie à l'intérieur de cet échantillon, c'est peut-être parce que ces cas n'ont pas le même niveau d'instruction. Et donc, posons que le niveau d'éducation explique la variation totale dans le temps d'écoute. Évidemment, lorsqu'on a fini d'impliquer le niveau d'instruction pour expliquer la variation dans le temps d'écoute, l'échantillon va être scindé en autant de catégories de la variable indépendante niveau d'instruction. Et donc, on aura le groupe moins secondaire 2K, secondaire 5K, post-secondaire 3K. De cette façon, bien sûr, on aura une variation à l'intérieur des groupes. Il y aura probablement des différences entre ces deux scores à l'intérieur du groupe moins secondaire. Pour le savoir, prenez chaque score XI moins la moyenne du groupe 1. Vous avez une idée de la façon dont ça varie à l'intérieur de ce groupe. Ça va varier également à l'intérieur du groupe 2. Prenez chaque score du groupe 2 moins la moyenne du groupe 2. Ça va varier également au niveau du groupe 3. Chaque score du groupe 3 moins la moyenne du groupe 3. Ainsi, vous avez une idée sur la variation à l'intérieur des groupes. Étant entendu que si vous calculez la somme des scores déviation par rapport à la moyenne des groupes, vous obtenez une valeur nulle. Pour ne pas obtenir une valeur nulle, on élève au carré. Le résultat sera ce qu'on appelle la somme des carrés intra-groupe, qui symbolise la variation intra-groupe, autrement dit ce qui se passe à l'intérieur des groupes. Une fois qu'on a fini d'impliquer le niveau d'instruction pour expliquer la variation dans le temps d'écoute, non seulement il y aura une variation à l'intérieur des groupes, mais aussi une variation entre les groupes. Par exemple, on peut situer la moyenne du groupe 1 par rapport à la moyenne totale, autrement dit la moyenne de départ. On peut situer la moyenne du groupe 2 par rapport à la moyenne totale de départ, la moyenne du groupe 3 par rapport à la moyenne de départ, autrement dit la moyenne totale. Le résultat, si vous calculez la somme de toutes ces différences entre les moyennes du groupe et la moyenne totale, vous obtenez ce qu'on appelle une valeur nulle. Pour ne pas obtenir une valeur nulle, on élève au carré les différences. Ensuite, on calcule la somme. Le résultat sera ce qu'on appelle la somme des carrés intergroupes, qui symbolise la variation intergroupe, autrement dit les différences entre les moyennes de groupe. Ici, un problème subtil apparaît puisqu'on pondère chaque différence par la taille du groupe. De la même façon, on pondère par 1 la variation intragroupe puisque chaque individu représente un poids de 1 à l'intérieur d'un groupe. De même, ici, on pondère par 1 puisque chaque individu représente un poids de 1 dans l'ensemble de l'échantillon. De telle sorte que la variation totale va être égale à la variation intragroupe plus la variation intergroupe. Voilà ce qu'on entend par l'ANOVA réfère à la variation totale qu'elle décompose en deux parties, variation intragroupe et variation intergroupe. C'est que lorsqu'on a fini d'impliquer une variable indépendante qualitative de façon à expliquer la variation dans la variable dépendante, toute la variation de départ dans les données va être scindée, va se trouver à l'intérieur des groupes et aussi entre les groupes. Alors, on va s'intéresser en particulier à la somme des carrés totale, autrement dit dans l'ensemble de l'échantillon. On en a parlé lorsque nous abordions la variance, c'est que la somme des carrés, effectivement, a tendance à être élevée au fur et à mesure que le nombre d'individus augmente. C'est pourquoi on relativise par n, de façon à avoir une idée sur la variation moyenne dans l'ensemble de l'échantillon. Sauf qu'ici, lorsque vous relativisez la somme des carrés par petit n, vous obtenez une variance biaisée. Et pour ne pas obtenir une variance biaisée, on retranche un cas. Le même problème apparaît pour ce qui est de la variation intragroupe. Si vous relativisez par petit n, vous obtenez une variance intragroupe biaisée.
Pour obtenir une variance intragroupe non biaisée, on retranche par le nombre de catégories, K, nombre de catégories de la variable indépendante. Pour ce qui est de la variation intergroupe, même chose, puisqu'on s'intéresse aux différences entre les groupes, il faut relativiser par le nombre de groupes, K. Vous obtenez ainsi une variance intergroupe biaisée. Vous retranchez un groupe ou une moyenne de groupe de façon à obtenir une variance intergroupe non biaisée. Voilà ce que sont les variances estimées, autrement dit les variances non biaisées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dépendamment des logiciels qui sont utilisés, on parle de somme moyenne des carrés ou bien carré moyen. Revenons à notre problème de départ. Nous voulions savoir si le niveau d'instruction a un effet sur le temps d'écoute de la TV. Est-ce que la variance totale nous est d'une quelconque utilité? Eh bien non, puisque la variance totale, c'est la variance dans l'ensemble de l'échantillon avant d'avoir impliqué la variable indépendante. Et donc ici, la variance totale ne nous est d'aucune utilité. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est la variance intergroupe et la variance intragroupe. Vous relativisez les deux variances et vous retrouvez le F de Fisher. Fisher comme le nom de l'inventeur. Donc le F de Fisher n'est rien d'autre que la variance intergroupe relativisée par la variance intragroupe. Autrement dit, est-ce que la variance intergroupe est plus grande ou moins grande que la variance intragroupe? Évidemment, pour obtenir un F élevé et augmenter les chances de trouver une relation significative, il faut que la variance intergroupe soit de loin plus grande que la variance intragroupe. Étant entendu que la variance intergroupe, c'est la variance qui est expliquée par les différences entre les groupes, alors que la variance intragroupe, c'est la variance qui n'est pas expliquée par ces différences entre les groupes. On l'appelle aussi erreur, dépendamment des sorties des logiciels. Mais voilà la formule du F d'ANOVA. On va passer à son calcul en partant toujours de nos données. En l'occurrence, ici, vous avez 3 niveaux d'éducation avec les scores à l'intérieur. On calcule la moyenne totale qui est de 2,8. Alors, on va d'abord calculer la variance intergroupe, autrement dit les différences entre les moyennes de groupe. Alors, vous prenez 3,5, la moyenne du groupe 1, moins la moyenne totale 2,8. Vous pondérez par la taille de ce groupe 2, on élève au carré. On fait de même pour le groupe 2, 3 moins 2,8, on pondère par la taille 5, on élève au carré. Pour le groupe 3, 2, c'est la moyenne, moins la moyenne totale 2,8, on pondère par la taille 3 et on élève au carré. Si vous additionnez toutes ces différences pondérées au carré, vous obtenez la somme des carrés intergroupes. Évidemment, pour obtenir une variation moyenne, il faut relativiser 3,1 par le nombre de catégories 3 moins 1. Le résultat sera la variance intergroupe. Pour ce qui est de la variance intragroupe, autrement dit les différences entre les scores individuels à l'intérieur des groupes, alors on va prendre 3 par exemple, le premier score, moins la moyenne du groupe 3,5, on élève au carré, on peut pondérer par 1. On prend 4 moins 3,5, on élève au carré, on peut pondérer par 1. De même, pour le groupe 2, on prend le premier score 2, moins 3, on élève au carré, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous calculez la somme de toutes ces différences au carré, vous trouvez la somme des carrés intragroupes, qui symbolise la variation à l'intérieur des groupes. Vous relativisez par le nombre de cas de l'échantillon moins le nombre de catégories, vous obtenez la variance intragroupe. Connaissant la variance intergroupe et la variance intragroupe, le rapport donne le F d'ANOVA, ici qui est de 1,67. Évidemment, 1,67 n'est pas très informatif en lui-même. Alors, il faut comparer cette valeur calculée avec le F critique, de façon à prendre une décision de rejet ou d'acceptation de l'hypothèse nulle. Alors, pour trouver cette valeur critique du F, il faut connaître 2 paramètres. Le nombre de degrés de liberté, que nous avons fini de calculer, donc intergroupe et intragroupe, autrement dit le nombre de degrés de liberté associé aux différences entre les groupes, donc K-1, donc 2, le nombre de degrés de liberté associé à la variation à l'intérieur des groupes, autrement dit N moins le nombre de catégories, 3. 7. L'idée, c'est de retrancher un cas de chacun des 3 groupes, ou tout simplement de retrancher N par le nombre de groupes. Deuxième paramètre, le seuil de signification, fixons-le à 0,05. À partir de là, nous pouvons retrouver la valeur critique du F d'ANOVA. Voilà comment se présente la table de la distribution d'échantillonnage du F d'ANOVA. Donc ici, vous avez une table qui vaut seulement pour un seuil de signification de 0,05. Alors, au niveau de la première ligne, vous avez le nombre de degrés de liberté intergroupe et pour la première colonne, le nombre de degrés de liberté intragroupe. Alors, il faut bien se retrouver sur cette table, bien sûr.
Alors, avec 2 degrés de liberté intergroupe et 7 degrés de liberté intragroupe, il nous faut minimalement un F de 4.74 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Afin de comprendre la prise de décision statistique, eh bien, on va représenter visuellement. En l'occurrence, supposons qu'on reproduit l'expérience de sélection d'échantillons 100 fois. Eh bien, on peut se retrouver avec un F de 0.2, un F de 1, de 2, ainsi de suite. Bien, la distribution de tous ces F possibles dans le cas d'une absence de relation prendrait cette allure. C'est ce qu'on appelle la distribution du F d'ANOVA. Ici, clairement, c'est une distribution qui est asymétrique positive. Et donc, les valeurs ici varient de 0 à l'infini. Pourquoi? Parce que le F d'ANOVA est calculé sur la base des variances. Or, nous savons qu'une variance n'est jamais nulle, qu'elle varie de 0 à plus l'infini. Et justement, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien, 95% des échantillons auraient des F compris entre 0 et la valeur critique que nous venons de trouver, soit 4.74, la zone de nullité de la relation. Donc, la question qu'on se pose est de savoir où se situe notre F calculé à partir des données de l'échantillon. Eh bien, notre F calculé se situe clairement dans la zone de nullité de la relation. Autrement dit, la valeur calculée 1.67 n'est pas très éloignée de 0. En tout cas, cette valeur n'est pas strictement significative de 0. Par conséquent, puisque notre échantillon tombe dans la zone d'acceptation de l'hypothèse nulle, bien, nous sommes obligés d'accepter l'hypothèse nulle à l'effet qu'il n'y a pas de relation entre le niveau d'instruction et le temps passé devant la TV. Et que probablement les différences qui sont observées au niveau des données de l'échantillon, à l'aide par exemple du tableau de moyenne, relèvent du hasard de l'échantillonnage, mais qu'au niveau de la population elle-même, la relation n'est pas vraisemblable. Pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, s'assurer que l'F calculé excède l'F critique ou bien que la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle soit plus petite. Eh bien, SPSS peut calculer cette probabilité, mais nous aussi, nous pouvons retrouver cette probabilité en partant tout simplement de la table du F de Fisher. En l'occurrence, tout F de 1.67 est associé à une probabilité, à un seuil de 0.255. Donc ici, le petit p calculé par SPSS serait égal à 0.255. Encore une fois, pour un niveau de confiance de 95%, nous sommes obligés d'accepter l'hypothèse nulle. En l'occurrence, il n'y a pas de différence strictement significative dans le temps d'écoute de la TV selon le niveau d'instruction. Évidemment, encore une fois, à l'instar des tests du Q carré et D, eh bien, l'ANOVA a tendance à être statistiquement significatif lorsque la taille de l'échantillon est grande. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours évaluer la signification réelle d'une relation. Ici, c'est l'état carré qui est associé à l'analyse de variance. Précisément, de toute la variation dans les données, quelle est la proportion qui est attribuable aux différences entre les groupes? Bien, poser la question, c'est y répondre. Prenez la somme des carrés intergroupes, relativisée par la somme des carrés totales, vous avez l'état carré. Ici, on obtiendrait 0.32. Ce qui est intéressant avec l'état carré, c'est qu'on peut l'interpréter en termes de variance expliquée, encore une fois. Donc ici, l'instruction va aller chercher 32% de la variation dans le temps d'écoute. Par contre, il semble y avoir une contradiction, qui n'en est pas une, on s'entend, c'est que le F d'ANOVA n'est pas significatif, statistiquement parlant. Et pourtant, réellement parlant, la relation existe, puisque vous avez 32% de la variation qui est expliquée ici. C'est tout simplement dû au fait que le test de l'ANOVA repose seulement sur 10 cas. Si on avait augmenté le nombre de cas, c'est pas à 30, 40, 50, ben le test se révélerait certainement significatif. Mais puisqu'on a travaillé seulement sur 10 cas, il est évident que nos chances de trouver un test significatif diminuent, quoique la relation semblait intéressante au niveau des données de l'échantillon. En fait, on n'aurait même pas dû calculer l'état carré ici. Lorsqu'un test d'hypothèse n'est pas significatif, ce n'est pas nécessaire de calculer la mesure d'association. Mais il nous a paru important de savoir quand même calculer l'état carré et de mieux mettre en évidence ce semblant de contradiction entre le test statistique du F d'ANOVA et la mesure d'association qu'est l'état carré. Encore une fois, la signification statistique n'est pas la signification réelle. Donc ici, la relation existe, elle est forte dans les données de l'échantillon, c'est ce que révèle l'état carré, et pourtant, elle ne s'est pas révélée statistiquement significative selon le test d'ANOVA.
L'ANOVA donc nous renseigne seulement sur l'existence ou non d'au moins une différence. Donc l'ANOVA ne dit pas est-ce qu'il y a des différences entre toutes les moyennes de groupe qui sont comparées. Donc pour savoir où se situent les sources des différences, il faut utiliser ce qu'on appelle des tests post hoc, autrement dit des tests a posteriori, c'est-à-dire après avoir procédé au test ANOVA, qui vont aider à savoir quels sont les paires de comparaison qui sont statistiquement significatifs. Eh bien, nous reviendrons sur ça à l'occasion du labo en l'occurrence. S'agissant des conditions d'application de l'analyse de variance, elles sont similaires à celles du test T. En l'occurrence, le test F est également un test paramétrique. Donc, ça suppose que la VD suive une distribution normale. Par contre, le test F est robuste aussi longtemps que la taille de l'échantillon est grande. Dans le cas contraire, eh bien, il faut utiliser des tests non paramétriques comme le test Kruskal-Wallis. L'égalité des variances, si ce n'est pas le cas, on utilise le test F de Wells et bien sûr s'assurer que les groupes sont indépendants les uns des autres. Dans le cas contraire, on utilise l'ANOVA à mesure répétée. On l'aura compris, le test T et l'analyse de variance sont ce qu'on appelle des tests de comparaison de moyenne, qui sont utilisés en particulier lorsque la variable indépendante est qualitative et la variable dépendante quantitative. Strictement parlant, lorsque la VI comporte deux groupes, on utilise le test T de Student. Lorsqu'elle comporte trois groupes ou plus, on utilise le test ANOVA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que puisque l'analyse de variance est une sorte de généralisation du test T de Student, eh bien, la relation qui les unit est très intime. En l'occurrence, le T est égal à la racine carrée de F. Donc, c'est la raison pour laquelle, quel que soit le nombre de catégories de la VI, on peut toujours utiliser le test F d'ANOVA. Et surtout, l'analyse de variance va être utilisée en situation multivariée. Donc, le test T s'arrête en situation bivariée.